Allez, messieurs. Tiens, je marque. Voilà. L'enseignement de ce matin vient du Midrash Tanchuma. Parashat Vayeshev, parasha fondamental qui ne nous parle pas simplement des relations entre Yosef et ses frères, mais qui en réalité, c'est prémonitoire tout ce qu'il y a dans cette parasha. Donc la vente de Yosef, les liens qu'il y a avec Yosef. Vous vous rendez compte qu'on dit tous les ans à Kippour, on rappelle la faute de Yosef, enfin des frères qui vendent Yosef, tous les ans. En réalité, à Kippour, on rappelle toujours deux fautes capitales. De Kippour ? Ouais, à Kippour. La nudité, les relations intimes ? Non. Je parle dans la tfila, Ah, pardon, je fais la. D'accord, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila ? On demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner le peuple d'Israël et de pardonner les tribus de Yeshurun. Qu'est-ce que ça signifie ? De quoi on parle ? En fait, on parle de deux fautes. Les deux fautes qui sont à l'origine de toutes les autres. Les deux. On parle et de la faute du veau d'or et de la faute de Yosef, des frères qui ont vendu Yosef. C'est tout. Pourquoi on les met au même niveau ? Parce que ces deux fautes-là sont à l'origine de toutes les autres fautes qui puissent exister. La faute du veau d'or, c'est la faute qui est la tête de chapitre de toutes les fautes que l'on peut commettre vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que toutes les fautes que l'on peut commettre dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu, elles puisent leur source de la faute du veau d'or. D'un autre côté, toutes les fautes qui peuvent exister dans les relations entre les individus puisent toute leur origine dans la vente de Yosef par ses frères. Donc du coup, lorsque j'évoque ces deux fautes-là, je demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner les deux piliers sur lesquels toutes les fautes que l'on peut commettre reposent. Celle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est le veau d'or. Celle vis-à-vis de son prochain, c'est la faute des frères de Yosef. Donc jusqu'à aujourd'hui encore, d'accord, on demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner le peuple d'Israël pour le veau d'or et de pardonner les shifté Yeshurun, les tribus de Yeshurun, d'accord, et on parle ici on sous-entend la faute de la vente de Yosef, d'accord. Donc ça c'est dans la paracha de la semaine, c'est une paracha très dure qui demande à être expliquée, c'est pas simplement de la jalousie, c'est beaucoup plus que cela. Il y a des choses à creuser, il y a énormément de quoi étudier dans la paracha de cette semaine. Là, le sujet là qui est devant nos yeux ce matin, on sait que lorsque Yosef raconte ses rêves, ça se passe pas très bien. Ils n'acceptent pas très bien, d'accord, la présentation des rêves. Ils commencent à lui dire ouais, pour qui tu te prends, d'accord, Amalor Timlor Alenu, est-ce que ça signifie que tu vas être notre roi, de quel droit tu es notre roi, t'es pas censé être notre roi de toute façon, etc. Ils supportent très très mal cette idée-là. Yosef, lui, on nous dit, il n'a pas voulu faire mal, il a voulu raconter ses rêves. Pourquoi il a voulu raconter ses rêves ? Parce que le Zohar nous dit qu'un rêve qui n'est pas interprété, regardez la comparaison, c'est très joli. Un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme un courrier qui n'est pas ouvert. Aïe, beau ça. Tu reçois un courrier, tu le poses sur ton bureau. J'ai le courrier. Si tu l'as pas ouvert, c'est parce qu'il y a à l'intérieur. Le rêve, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est le Zohar. Le rêve. Parfois, il faut l'oublier, non ? Il vaut mieux pas ouvrir les fausses. Ah, je parle pas à notre niveau. Je parle à ce niveau-là. On n'a pas dit. Je parle pas à notre niveau. À notre niveau, d'accord, les rabbinim, quand tu leur rapportes tous les jours là, quand les rabbinim, tu leur rapportes tous les jours tes rêves, d'accord, ils te disent rentre chez toi, arrête avec tes rêves, d'accord, laisse tomber tes rêves, parce que c'est hyper compliqué de savoir quels sont les rêves qui sont valables, ceux qui sont valables. C'est pas notre sujet. Là, ici, c'était Yosef, il sait que son rêve est valable. D'accord, il y a pas mal de petits clins d'œil qui nous montrent que c'était des rêves qui étaient au bon moment de la nuit, ou à la fin de la nuit, d'accord, parce que c'est ceux-là qui sont valables, etc., etc. Bon, en tout cas, pour lui, il savait que c'était une prophétie, mais toute prophétie que ça puisse représenter, il savait également qu'il fallait une interprétation au rêve. Or, cette interprétation-là, il fallait qu'elle soit donnée, et c'est pas lui qui était censé. Lui, il donne le rêve, d'accord, et les autres devaient lui donner la clé de lecture de ce rêve-là, pour ne pas laisser le courrier fermé. Il faut ouvrir le courrier. Le rêve qui n'est pas interprété, c'est un courrier qui n'est pas ouvert. D'accord ? Donc, il a eu le rêve, mais il s'est dit, mais tant que je ne vais pas le donner à mes frères, tant que je n'ai pas raconté, ça ne va pas se réaliser. D'accord ? Donc, il faut absolument que j'aille le raconter. Et à qui d'autre qu'à mes frères ? Parce qu'il faut donner à l'interpréter à des gens qui nous aiment. Bon, c'est moyen. C'est moyen. Ah, ok. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, puisqu'ils étaient concernés, les frères aussi. Les acteurs. D'ailleurs, les commentateurs nous disent que même quand le deuxième il va le raconter à son père, on nous dit que les frères étaient aussi présents dans la pièce. Pourquoi ? Parce que comme ils étaient touchés par l'interprétation, il fallait qu'ils soient là pour écouter.
Exactement. Exactement. D'accord, donc il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Donc les frères le prennent pas très bien, comme il se doit. Ils commencent à lui dire, ouais, mais tu rigoles ou quoi, un rêve? Si tu rêves de devenir notre roi, c'est qu'en réalité, toute la journée, tu penses être notre roi et que tu ne fais que rêver ce que tu as pensé pendant la journée, d'accord? Donc ils l'ont cassé au maximum. En tout cas, le texte nous dit ensuite, Vaïrou echav ki oto ahavavihem mikol echav, vaïsneu oto velo yachelu dabero le shalom. On nous dit que les frères ont vu que Yaakov préférait Yosef, avec l'histoire de la kétonette, etc. Et donc du coup le texte nous dit quoi? Vaïrou echav ki oto ahavavihem. Les frères ont constaté qu'il y avait une différence de traitement entre Yosef et les autres. Donc ils se disent, ah, c'est pas juste, et en plus il est comme ça, les frères au début c'était un jeune, d'accord, de 17 ans, comment ils ont commencé à lui dire, pour qui il se prend, est-ce qu'il est vraiment sérieux? Il était très attaché à la matérialité, on dit qu'il faisait très attention à son physique, il passait son temps à se coiffer, il était devant la glace toute la journée, d'accord, il faisait ses yeux, ses cils, ses machins, d'accord, bon allez, c'est trucs de l'époque, d'accord, mais en tout cas lui était très là-dedans. McPeed, quoi. Ouais, dans le sens de physique. D'accord, donc les frères n'aimaient pas tellement toute sa façon d'être, sa façon d'être. De Yaakov dans son comportement vis-à-vis de son fils. Oui. Les Chachamim nous disent, du comportement de Yaakov, tu dois apprendre que tu ne dois pas donner la préférence à un de tes enfants face aux autres. D'accord, donc il y a quelque chose aussi. Peut-être qu'il aurait dû le faire différemment. Tu ne dois pas donner préférence à tes enfants. Tu l'apprends d'où? De Yaakov. Parce que regarde ce qu'il a fait et ce que ça a entraîné. D'accord, maintenant. Est-ce qu'il devait le faire différemment? On parle de Yaakov, d'accord? On parle pas de. Ok, on parle de Yaakov. Donc, est-ce qu'il devait le faire passer différemment? Est-ce qu'il aurait dû en parler aux autres aussi? D'accord. Bon, en tout cas, les frères disent, on nous dit à propos des frères, Vaïsneu oto, ils l'ont détesté. Velo yachelu dabero le shalom. Et ils ne réussissaient plus à lui parler en paix. D'accord? On n'arrivait plus à lui adresser la parole. Yosef aya magia alehem lishol bishlomam. Achehem lo eshivu lo mipene ka'asam alav. Ça veut dire que même lorsque Yosef venait leur poser des questions, alors comment allez-vous? Et enfin, venait aller parler à ses frères, il lui répondait plus. Il ne pouvait plus lui répondre. Rachid nous dit, qui répondait plus, les frères ne répondaient plus à Yosef. Rachid nous dit, c'est de là que tu apprends la grandeur des frères de Yosef, parce qu'au moins ils étaient sincères. Au moins. C'est-à-dire, je te déteste et je te parle plus. C'est pas je te déteste et je te parle quand même. D'accord, exactement. Je te déteste et au moins c'est clair. Il n'y a pas d'hypocrisie. Viens mon frère, je t'embrasse. D'accord, on t'aime pas, on te parle pas. Ok, Rachid nous dit ça. Maintenant, ici, donc à chaque fois qu'il venait leur poser des questions ou leur parler, simplement, ils ne répondaient pas à Yosef et on nous dit, mais peut-être qu'à Samala, parce qu'ils étaient en colère contre lui. Ou Madia, il y a Yosef Idrosh Bishlomam. Maintenant, on se pose la question, mais alors, si tu vois que tes frères, ils t'aiment pas, ils te répondent plus, pourquoi tu continues à leur poser des questions? Laisse-les tranquilles, ne parle plus. Tu vois qu'ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. T'as un problème avec tes frères, ils t'aiment pas. Toi, à chaque fois tu vas, on dit qu'il insistait, à chaque fois il allait demander l'ishlomam. D'accord? Il allait leur poser la question, messieurs, comment allez-vous? Mes frères, comment allez-vous aujourd'hui? D'accord? Après ces beaux rêves que je vous ai racontés. D'accord? D'ailleurs, donc la question qui est posée ici, c'est pourquoi est-ce que lui continue à aller leur poser ce shalom là, d'accord? Leur demander de leurs nouvelles. D'accord? Mi pene sheka haïta darko im kol adam lishol bishlomo. On dit que Yosef avait cette particularité, c'était son darko, c'était sa façon d'être, avec tout le monde, pas que avec ses frères. Yosef avait cette faculté, cette facilité d'aller vers les autres et de leur parler, de leur dire shalom, de leur prendre des nouvelles, c'était ça la façon d'être. Et même s'il arrivait qu'il allait devenir le roi, qu'il allait être au-dessus d'eux, etc., il n'a pas changé ses habitudes. Il était toujours aussi proche d'eux, en tout cas il voulait l'être, et donc il gardait ses habitudes. Lo keotam shekaacher em olim ligdula rucham gasa alehem venam shoalim bishlom apechutim mehem. Il n'a pas commencé à prendre la grosse tête en se disant waouh, moi j'ai rêvé, je sais que ça va se réaliser, je vais être au-dessus d'eux, je vais être leur roi, je vais être leur gouverneur, tout ce que tu veux. Donc du coup j'ai plus besoin d'aller leur dire bonjour, c'est à eux d'aller me dire bonjour, c'est eux qui sont en dessous de moi.
On dit que non, Yosef, il n'a pas changé, il n'a pas pris la grosse tête, d'accord, même s'il a fait ces rêves-là, il continuait, malgré tout, sans cesse, à aller leur prendre de leurs nouvelles. Lishol bishlom azulat hi anaga sheyeshla shoresh barur ou pashut lehetiv im azulat. Du coup, il en profite ici pour extrapoler un petit peu sur cette notion-là, en nous disant que le simple fait d'aller dire shalom à quelqu'un, d'aller dire bonjour à quelqu'un, de prendre de ses nouvelles, mais je ne parle pas bonjour en se croisant, de prendre des nouvelles, d'accord, prendre le temps, quelques secondes, quelques minutes, de discuter, de prendre des nouvelles, et il nous dit ça, d'où vient cette notion-là? Est-ce que c'est une notion juive? Eh bien, il nous dit lehetiv im azulat. La source, c'est de faire du bien à son prochain. Quand tu prends le temps de demander des nouvelles à quelqu'un, de lui dire bonjour dans ce sens-là, ça s'appelle lehetiv im azulat. Ça s'appelle faire du bien à son prochain. Ligrom lo lehargish ahuv umchubad. Par quelques mots, tu peux lui donner la sensation d'être important et d'avoir du kavod et d'être aimé. Sheyesh mi shemita'ayen Mityanien, Bishlomo, Bechabetz, Beatzlachato. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y en a un, au moins un, qui s'intéresse à lui, qui s'intéresse à son existence, qui s'intéresse à sa famille, qui s'intéresse à ses problèmes. D'accord? Donc le simple fait d'aller le voir, ça lui fait du bien. Les fichar ma'ala gedolahi, shegam leachar sheyada Yosef sheye melech, adayin ityaches la pechutim mimenu, vereshivam kemikodem. Et donc une des grandeurs de Yosef, c'est, malgré le fait de savoir qu'il allait devenir leur roi, de garder cette même relation avec les autres et de leur parler, d'aller prendre de leurs nouvelles et de se rabaisser entre guillemets pour leur donner de l'importance. Paracha c'est vous chazo bechayav shel Yosef al kol hameorot sheligashu alav eno anu chozim shuv ayin beayin shazore atov kotzertov. On dit de cette façon d'être de Yosef, et on va voir que c'est une façon d'être qu'il a eu tout le temps, pas simplement avec ses frères, pas simplement avec sa famille, c'est la façon d'être de Yosef. Eh bien, il nous donne cette expression-là. On voit, grâce à cela, Shazore Atov Kotzertov, que celui qui plante du bien, il récolte du bien. Ilou lo haya Yosef davek banagatozo bechol matzav, lo haya yotze mi bet hakele amitzri anoda leshimtza. S'il avait changé de façon d'être Yosef, s'il avait perdu cette façon d'aller toujours voir les autres, de leur prendre de leurs nouvelles, etc., il ne serait jamais sorti de prison. Et le monde ne l'aurait jamais comme un pigeon. Il ne serait jamais sorti de prison. Pourquoi? Vayavo alehem Yosef baboker vayarotam binam zoafim. Qu'est-ce qu'on raconte sur la prison quand il a été jeté après l'histoire de Poutifar? Quand il a été jeté en prison et qu'il est devenu le dirigeant de la prison, d'accord? Parce qu'il a tellement de réussite que même le truc, il a dit allez, je te nomme, tu m'aides à diriger la prison. Ok. Quand il est arrivé le beau matin et qu'il s'occupait des deux ministres du pharaon qui étaient jetés là-bas en prison, qu'est-ce que dit le texte? Un beau matin, il arrive devant eux, Vayar venam zoafim, ils voient leur visage triste, d'accord, fermé. Madoua penechem raïm ayom. Et il commence à leur poser la question, mais messieurs, venez me raconter, pourquoi est-ce que vous êtes tristes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Matzavo shel Yosef, mi mityanien madoua panav shel asir ze o acher zoafim yoter vechol yom, en bevet akeli anashim smechim. Il dit, mais attends, mais de quoi on parle ici? On est en prison, une prison égyptienne de l'époque. C'est un trou, d'accord, la prison, mais littéralement, c'est un trou. Tu prends un prisonnier, tu le mets dans un trou, tu le jettes là-dedans. C'est ça une prison, d'accord? On est dans une prison. À qui peut s'intéresser de l'état de santé ou d'esprit, d'accord, de morale des prisonniers? T'es un prisonnier, on est en prison, on n'est pas heureux de toute façon. Qui va faire attention à ta face pour savoir si aujourd'hui tu as une face plus fermée que la veille? On est de toute façon en prison, on est malheureux, on est comme des chiens, on est jetés là-dedans, d'accord? Qui va s'occuper de ton visage en te disant ah tiens, tu m'as l'air un peu inquiet aujourd'hui, mais on est de toute façon jeté en prison? Eh bien Yosef, lui, chaque jour, il regardait le visage des gens qui étaient avec lui, et donc notamment des ministres, et il a vu. Il a vu qu'ils n'étaient pas bien, et sa nature, il ne peut pas rester comme ça. Il va prendre de leurs nouvelles. Cette façon d'être lui a permis de sortir de prison. Parce que du coup, ça a créé le lien, il les a mis en confiance, ils se sont sentis en confiance, ils ont raconté les rêves, il a pu se positionner, tac, 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 et il a pu sortir de prison. Sauver le monde. Et sauver le monde, oui, clairement, de l'époque. Ouais. Sauver le monde. Exactement. La drisha bishlom azulat amrou chazal b'masechet avot. Eve magdim bishlom kolada. C'est vrai, j'ai raison. Sur cette notion-là d'être capable de garder ce lien avec chacun et d'être capable de prendre des nouvelles, mais pas simplement comme ça, mais plus que cela, les Pirkei Avot nous disent Eve Magdim Bishlom Kol Adam.
tu dois devancer chacun pour dire shalom avant même que l'autre te dise shalom. N'attends pas que l'autre te dise bonjour pour que toi aussi tu puisses te dire bonjour. Je ne parle pas à l'intérieur de la synagogue pendant l'office. Hein. Ouais, D'accord, n'attends pas que l'autre aille te dire bonjour. C'est à toi de le devancer pour lui dire bonjour. Mi ou kol adam, masbir bal tiferet Israël, afilou le nochi ou le mishéno nirvat kamocha, bazet et sabeb shakol yohavucha, va rezo atzlacha ayoter gedola shetasik baolamazé. Le tiferet Israël qui donne l'explication de cette Mishnah, pourquoi il écrit donne ton shalom les Chol Adam à chaque individu. C'est qui Kol Adam? Il nous dit c'est dans le sens large, pas simplement les juifs, même les non-juifs. Pas simplement les gens importants, même les gens qui ne sont pas importants. Shalom, là. Trazak. On prend des nouvelles des gens. Exactement. Donc c'est pas juste bonjour, tu l'as tapé dans les mains. D'accord? Tu dois donner ce lien-là parce que du coup tu donnes de l'importance et ça crée du lien entre les individus, pas simplement avec des juifs, même dit le Tiferet d'Israël, la Nochim avec un non-juif. Minahalad Rouhani Shel Yeshivat Bet Shraga Ben Monsi. Alors on parle d'un Rosh Yeshiva qui est à Monsi. Magnifique. Vous connaissez? Je connais pas. Ah ouais, c'est une grande découverte. Ouais. Tout orthodoxe. D'accord, là-bas il y a une yeshiva. Orthodoxe. Il y a une yeshiva. Le shérif est orthodoxe, le maire est orthodoxe, tout le monde est orthodoxe. Ah ouais? À New York. À New York. À côté de New York, c'est quoi? D'accord, c'est ce qu'il nous dit ici. Tous les matins, il y a des cars avec de la... Là-bas, il y a une yeshiva. Shaya Rosh Yeshiva, il y avait une yeshiva là-bas. C'était une yeshivat Mir aussi qui avait le nom de yeshivat Mir, mais pas celle qu'on connaît en Israël, c'est celle de New York. D'accord, c'est ce qu'il nous dit ici. Nirnas Adam le misrad yeshiva ou bikesh litrom la yeshiva schum hagun leilui nishmato. כשנשאל מה לו ולרבי שמואל, השיב כי אכן לא הכירו ולא היה ביניהם כל קשר. אולם תמיד כשחלף לידו ברחוב, ברכו בתמימות לשלום. On dit qu'un jour il y a un riche qui était sur le point de finir sa vie, qui a été dans cette yeshiva et a dit je vais léguer une grosse partie de mes biens à cette yeshiva. Alors à un moment il dit pourquoi celle-là? Il y a un truc spécial avec cette yeshiva, un truc. Il dit non, rien de particulier. Mais le rosh yeshiva de cette yeshiva-là, à chaque fois qu'il me croise, il me demande de mes nouvelles. C'est rien, mais ça crée un lien. Ce lien-là, ça me pousse à soutenir ce genre d'institution. D'accord? Donc le Pirkei Avot, c'est ça qu'on doit retenir. C'était le comportement de Yosef, d'être capable d'être Magdim le Shalom, même de ceux qui te détestent, ce sont tes frères, ils te détestent, tu le sais. Malgré tout, je ne change pas ma façon d'être parce que l'autre est tordu. Que l'autre soit tordu, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai pas à être tordu. Lui, il aura ses comptes à rendre avec Akadosh Baruch Hu. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. Donc, je dois aussi lui dire Shalom, comme je dois le faire avec chacun. Halakha du jour. Halakha du jour. On est toujours sur la Birkat Torah, la bracha de la Torah qu'on récite le matin. On en a déjà parlé, mais c'est écrit maintenant ce matin. Birkot Torah shemevachim bechacharit potrot et kol hayom kulo bet halayla shel acharav. La bracha de la Torah qu'on fait le matin nous permet de nous acquitter pour toute l'étude qu'on peut faire dans la journée. Donc on en avait parlé si vous vous souvenez. On n'est pas obligé de refaire à chaque fois la bracha de la Torah, à chaque fois qu'on étudie. C'est une fois pour la journée. Alors qu'est-ce qu'on appelle journée? L'Halakha nous dit Hayom ve'alayla shel acharav. Ça marche pour la journée et pour la nuit qui suit. Concrètement, c'est quoi l'idée? Donc alors on va dire pourquoi pas la nuit qui précède? Parce qu'en réalité l'idée c'est quoi? C'est le sommeil. C'est ça qui compte, c'est ça qui fait que la bracha elle est toujours valable. Donc tant que t'as pas dormi, donc tu t'es réveillé, tant que t'as pas dormi pour la nuit, ta bracha est valable. Donc même si tu dors tard le soir et tu vas dire ah ouais mais c'est la nuit, c'est la nouvelle journée, c'est pas ça qui compte dans le raisonnement de la halakha, c'est que c'est la même journée halachique parce que t'as les yeux ouverts. Donc d'un point de vue de la bracha que t'as récité le matin, elle est toujours valable même si tu vas faire une étude que le soir et que pendant toute la journée tu as été travaillé et que le soir tu prends une petite heure pour aller au Beth Midrash, d'accord? Et bien là, du coup ta bracha est toujours valable. La nuit qui te suit. Même si tu n'as pas étudié toute la journée, que tu as été travaillé, et que tu as occupé de tes enfants, etc., eh bien, quand tu te rassois pour étudier, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Atam les karou, quelle est la raison? Chez Minastam Aya Bedato chez la Mevarer, chez Im Yizdamen Lo Limud Kol Shehu, chez Yucha Lilmod Afilu, Bezmanim, chez Eno Ragil Lilmod. Pourquoi? Parce que quand on fait la bracha du matin sur la bracha, sur la Torah, on doit se dire quelque part, dès que j'aurai l'occasion d'étudier, je le ferai. C'est-à-dire que je veux que ma bracha, elle aille sur toutes les études que je peux éventuellement, même si je ne suis pas sûr d'en avoir, sur toutes les études que je pourrais éventuellement avoir dans la journée, je veux que ça marche. Tu vas me dire, ok, donc on considère que pendant toute la journée, ma kavana ne se détache pas de mon étude. Ça marche bien,
Mais dis-moi, mais quand je suis dans une salle de bain ou aux toilettes, ce sont des lieux où j'ai pas le droit d'étudier. Donc peut-être que ça peut être considéré comme une interruption, puisque dans les toilettes j'ai pas le droit d'étudier. Donc du coup, quand je sors des toilettes, peut-être qu'il faudrait refaire la bracha. On dit non. Pourquoi? Parce que même quand tu vas aux toilettes, ta kavana, c'est de se dire que quand tu seras dehors, eh bien il y a un moment où tu vas te remettre à étudier. Donc du coup, ça fait pas un F sec. Exactement. Ça fait pas un F sec dans ton étude. Si on se réveille à 4h du matin, Ouais. il faut aller faire la... Alors ça, on a vu que tu le fais à 4h du matin, largement tu le fais, et ça marche pour ta journée. D'accord? Même si on fait la sieste, Les insomnies ici. Alomet Torah balaïla, kol od lo yashan shenat keva al mitato, et no tzarich levarer bichet Torah. Donc tant qu'on n'a pas dormi shenat keva, donc tant qu'on s'est pas mis au lit pour dormir de la nuit, d'accord, la bracha est toujours valable, elle court toujours. Les fiches à laïla nimshach achar hayom chez les fanav, et donc on considère que la nuit est attachée à la journée qui précède. Ou birkot à Torah chez berar boker, potrot et auto hayom, bet à laïla shacharav, et donc ça marche pour jusqu'à qu'on dorme. C'est pas simplement que tu as une intention d'étudier, c'est que tu as une obligation d'étudier. Toi, tu vas dire, ah ouais, mais j'ai l'intention, pas l'intention, je sais pas trop. En réalité, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que c'est plus que ça. C'est que chaque individu, chaque juif, depuis le moment où il se réveille, il a une obligation d'étudier. Donc du coup, sur cette obligation-là, quand tu récites la bracha, tu peux pas dire, ah oui, mais j'ai pas envie. Tu as une obligation, c'est quelque chose qui te tombe dessus, quoi qu'il arrive, d'accord? Tu as une obligation d'étudier. Donc du coup, ta bracha, elle est valable tant que tu n'es pas parti dormir, d'accord? Parce que tu as un riyuv d'étudier la Torah. Et même si on fait la sieste quelques minutes pendant la journée, ça ne fait pas d'interruption parce qu'on se dit, je me suis pas mis au lit pour ma nuit, d'accord? Donc tant que j'ai pas dormi pour la nuit, la bracha est toujours valable. La petite étude qu'on fait comme un petit démarrage d'études. Bien sûr, bien D'accord, évidemment. ça fait office Bien, de départ. bien évidemment, c'est un tremplin pour la journée. Ouais, mais on est quitte là pour les C'est,